puisque sur le livret de famille de mes parents, il est noté en rouge, en travers, Sylvie a été baptisée en danger de mort imminente. Donc, j'étais effectivement happée par l'autre rive. C'est-à-dire que vous avez failli faire un aller-retour, quoi. C'est ça. Merci d'être avec nous, bienvenue. Voici une nouvelle rencontre et une phrase d'accroche pour commencer qui dit ceci. Mon chemin reste celui de l'humilité, à humilité absolue face à ce qui m'est donné de transmettre dans le respect entier face aux demandes qui me sont faites. Voilà en résumé ce que pourrait être la vie de Sylvie Diaz si on devait trouver une phrase. Bonjour Sylvie. Bonjour Marc. Merci d'être là. Je vous en prie. Merci de venir de Lyon. Oui. Petit bouchon. Petit bouchon. Alors, vous avez vu cette phrase. Alors, cette phrase, elle est extraite évidemment de votre ce qu'on appelle la fiche de prod, hein, qui nous permet de travailler les émissions. Cette humilité-là, face à ce que l'univers vous a offert, c'est-à-dire la médiumnité. Absolument, ouais. C'est ça. Et vous restez humble par rapport à ça à chaque fois. C'est important. À mon sens, c'est important parce que c'est quelque chose qui m'a été donné, qui m'a été offert, et à mon sens, pour être proposé aux autres. Ouais, et aux personnes qui en ont besoin. Voilà, sur le chemin du deuil. Et vous n'étiez pas du tout prédestiné à ça? Alors, aujourd'hui, avec un petit peu plus de recul, je peux me dire que certains signes pouvaient déjà être précurseurs, mais il est vrai que au tout démarrage de ma vie, et il y a quelques années, même si je présupposais quelques éléments, non, je ne pensais pas qu'aujourd'hui j'allais en faire presque mon quotidien. Votre activité principale. Oui. On va voir évidemment votre parcours de vie, votre histoire. Puisque vous êtes dans cette humilité-là, et on peut le comprendre, et c'est bien d'ailleurs de le faire remarquer, est-ce que le fait de parler de vous, comme ça, de votre histoire, de votre parcours, c'est un exercice? Oui. C'est vrai? Oui. Oui, forcément, c'est un exercice, parce que je trouve que c'est toujours très difficile de se mettre comme ça sur le devant de la scène et devant les projecteurs, parce qu'on a l'impression que quelque part, on a envie d'être dans la lumière. Ouais. Et pour autant, c'est presque à contre-courant de ce que je suis. Mais en même temps, c'est aussi dans le but de faire comprendre ce que c'est que la médiumnité. Parce que vous pensez qu'on en a une image qui n'est pas la bonne? Pas toujours. Je pense qu'il y a quand même une grande frange de la population qui aujourd'hui s'y intéresse de plus en plus et qui comprend que la médiumnité finalement reste une ouverture sur le monde invisible. Et puis ça peut être peut-être pour d'autres personnes un petit peu pas ridiculisé, mais un petit peu décrié ou pris ou considéré un petit peu comme quelque chose de très léger. Donc c'est aussi dans ce sens-là que c'est important. C'est ce qui vous a fait hésiter à franchir le cap et à dire officiellement que vous êtes médium aujourd'hui? Oui, alors j'ai eu beaucoup de réticences, beaucoup de freins, parce que j'avais certainement aussi peut-être, je ne me sentais pas légitime dans ce que je faisais, et puis finalement l'univers pousse à un moment donné, et force est de constater, de se dire bon allez, je lâche les craintes, je lâche les peurs, et cette fois-ci j'y vais. C'est exactement ce qui s'est passé. Clairaudience, clair ressenti. Oui. Clairvoyance. Clairvoyance. Oui. À des degrés différents, à chaque fois. Ça peut être plutôt l'un ou l'autre, ou les trois, mais oui, tout à fait. Ouais. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? 60 000 pensées par jour tournent dans votre tête. Vous vous rendez compte? Savez-vous que 80% de nos pensées quotidiennes sont négatives? Saviez-vous que tout est énergie? Pourquoi ai-je l'impression d'être bloquée après tout le travail que j'ai fait sur moi? Tu peux pas te libérer de ta partie sombre, mais par contre, tu peux en faire une alerte positive. Et si vous étiez à une petite inspiration de changer votre vie? Pour moi, rire, c'est vivre. Retrouvez-moi lors des ateliers ABC Talk, corps, âme, esprit, qui se tiendront les 30 novembre et 1er décembre prochains à Lille, à 9h à l'hôtel Mercure, aéroport de Lille. Rendez-vous sur le site d'ABC Talk. Vous pouvez d'ores et déjà réserver sur le site. Rien que pour vous, un atelier 100% immersif qui va transformer votre vie. Une grande expérience humaine, un moment de communion unique. Prenez date dès maintenant et à très bientôt. Beaucoup de bonheur, d'amour, de sérénité. Je vous dis à très vite et je vous embrasse.
Alors, on va voir un petit peu votre parcours parce que il y a des choses quand même qui sont évidemment très intéressantes. Si on regarde ce qui est inscrit sur l'écran, et il y a ce premier mot d'infirmière. Et par définition, il y a quand même, quand on suit un cursus d'infirmière, il y a des choses qui sont quand même très rationnelles, très cartésiennes. Absolument, Marc. Hein, en fait, on suit un cursus très scientifique, cartésien, et qui fait qu'on reste vraiment axé sur des protocoles, dans la matière. Moi, en plus, enfin, j'ai travaillé dans des services très techniques, beaucoup de réanimation. Donc, voyez, on est quand même conjointement, on travaille avec les machines, et pour autant. Voilà, pour autant, ça m'a permis d'être confrontée à ce que à ce qui allait émerger en fait en moi. Ouais. Alors, ce qui est aussi incroyable dans le milieu médical et notamment les infirmières, c'est que vous êtes confrontés à la mort en permanence. Tout le temps. Moi, je suis issu d'une famille où il n'y a que ça. Ah oui. Donc, je connais bien ça et cette dimension parallèle, par définition, là aussi. Peut-être est-ce que cette médiumnité que vous avez depuis toujours est rentrée en jeu dans vos fonctions d'infirmière? Oui. Alors notamment dans les services dans lesquels j'ai travaillé où la mort est omniprésente, notamment au service des Grands Brûlés à Lyon où effectivement le taux de mortalité est très important. Et puis après en tant qu'infirmière libérale où j'accompagnais des gens en fin de vie et où là vraiment j'ai senti que ces capacités prenaient toute leur place et qui me permettaient d'ailleurs de franchir ce petit cap supplémentaire avec les patients, de sentir que l'accompagnement prenait vraiment toute sa place et toute sa valeur. Est-ce que vous vous autorisiez à délivrer des messages? Alors, pas durant mes années d'hospitalier ou de libéral, mais depuis 13 ans, j'avais un cabinet d'auriculothérapie où lorsque j'avais un patient allongé devant moi sur la table, c'était des séances qui duraient à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Ces dernières années, je m'autorisais. Ouais. Alors, je demandais presque l'autorisation aux patients quand le message arrivait comme ça d'une façon importante et forte et souvent, et bien évidemment, j'avais l'accord de mon patient et là, je délivrais des choses qui étaient... Et pourquoi vous l'avez pas fait quand vous étiez au milieu hospitalier? Encore une fois, certainement relié à mes craintes. À mes craintes. De ne pas être juste. De ne pas être juste et puis peut-être de venir heurter. C'est compliqué quand on a des personnes qui sont dans la souffrance physique, même si je sentais que ça pouvait être très important pour elles de divulguer ça, le frein pour moi était encore là. On parle souvent, et notamment dans le milieu hospitalier, dans les services que vous évoquiez, des comateux. Oui. Et les comateux qui ne peuvent évidemment pas communiquer. Oui. En revanche, l'âme d'un comateux peut communiquer. Absolument. Vous receviez ce genre de message? Oui. Alors ça, c'est là où on se dit mais pourquoi vous le dites pas? Oui. Alors ça, c'est très intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement dans les services où les malades sont chimiquement plongés dans le coma artificiellement, eh bien il se passe quelque chose de très subtil et que je sentais systématiquement lorsque je rentrais moi dans la chambre du patient. Mais ça c'est extrême. Vous vous rendez compte la responsabilité que vous avez à ce moment-là? Ah oui, énorme. Et la famille qui est autour. Alors voilà. Et là vous vous autorisez pas le fait de dire. Alors chez les brûlés, il m'est arrivé de le faire 2-3 fois avec des familles parce que je sentais que c'était presque de mon devoir de le dire, même si. Voilà, j'étais toujours encore parce que c'est très délicat, évidemment. C'est tellement délicat parce que on fait face à des familles qui sont dans une souffrance extrême. Mais je me permettais de le faire quand le décès se produisait. Et là vraiment, je sentais qu'on me poussait à le dire. C'est de beaux messages en tout cas. Il vous est arrivé parfois de quitter la chambre en vous disant j'aurais dû? Oui, bien évidemment. Mais en me disant aussi très clairement que il arriverait un temps où je le dirais sans finalement ressentir cette espèce de frein, presque de malaise.
Je sentais que le temps allait arriver où ça allait pouvoir se dire, se faire en toute fluidité. Et c'est ce qui s'est passé plus tard. Mais vous qui avez... J'avais raison là-dessus. Bien sûr. Mais vous qui avez cette faculté de clairvoyance, ça veut dire que ces gens qui sont dans cette chambre d'hôpital, qui sont aux portes du voyage, comme on dit. De l'autre rive. De l'autre rive, absolument. Vous voyez ce corps. Oui. On a souvent... L'enveloppe. Je sais pas comment, l'enveloppe, absolument, c'est ça, Vous Marc. voyez ça? Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je perçois que ça n'est plus qu'une enveloppe. Mais réellement, c'est-à-dire que c'est le manteau. Et lorsque le décès sur un plan purement médical se produit, il y a une espèce de ressenti très profond qui se produit. Mais ça n'est qu'un ressenti? Il n'y a pas de visualisation? Alors, la visualisation, je l'ai une fois que la personne est déclarée. Quand la personne est, alors chez les brûlés, c'est un peu particulier parce que on déclare le décès rapidement et au moment où la personne est déclarée décédée, alors moi j'avais cette perception d'une lumière bleue qui partait, enfin qui montait à une vitesse fulgurante. Et bien souvent dans mes débuts, je me disais bon. C'est le mental, c'est parce qu'on se questionne forcément. Évidemment. C'est très, on se questionne et on se dit mais est-ce que c'est le mental qui fait un travail et finalement. En tout cas, il y a bien une perception de quelque chose. Oui, il y a une perception. Il y a bien une couleur, il y a bien une forme, il y a bien quelque chose. Oui. Pour moi, ça a été très très souvent ce bleu, une couleur bleue très particulière. Dans les schémas et tout ce qu'on voit, on représente effectivement l'enveloppe charnelle. Donc du corps allongé, et puis il y a ce décollage qui fait. C'est ça. Il n'y a pas ce corps subtil. Ce corps subtil, vous le voyez à ce moment-là? Oui, tout à fait, absolument. Et de la même façon qu'actuellement, je vois les défunts. Quand j'ai une consultation qui est prévue, qui est programmée, bien souvent les défunts viennent se présenter à moi parce que je demande à mes consultants une photo. En fait, je travaille sur photo essentiellement, et donc j'ai cette visualisation où alors là vraiment je visualise la personne défunte telle qu'elle ne l'était, enfin en tout cas telle qu'elle l'était au moment du départ. C'est important. Les messages. Oui. Vous les entendez? Je les entends, oui, absolument. Dites-lui que... Voilà, dites-lui que, montrez-lui que il y a cette chevalière qui est importante pour moi avec une pierre noire dessus. Dites-lui, voilà, ça c'est. Et alors, ce qui est très curieux et ce qui moi me surprend à chaque fois, c'est que les défunts viennent toujours donner des détails d'une précision extrême pour prouver finalement qu'ils sont bien là et que ce sont bien les bonnes personnes qui s'adressent à moi. Et qu'est-ce que c'est rassurant pour vous? Ah ben pour moi c'est extrêmement sérieux, mais bien évidemment. C'est même essentiel. Mais c'est essentiel. Non, vous pourriez oui, dire, tout à fait. Ça ancre, ça fonde la consultation. Et à partir de là, oui, les messages arrivent, mais toujours avec une lumière magnifique, quoi. Moi, je suis à chaque fois surprise. Mais vous dites toujours lors d'une consultation. Oui. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le milieu hospitalier, dans cette foutue chambre qui est tellement tétanisante pour la famille, qui est tellement dure, qui est tellement austère. Je trouve en plus toutes ces chambres en blanc, là, en permanence. C'est ça. Il y a une atmosphère très particulière. Bon. Qui plus est, avec évidemment un membre de la famille qui part. Là, vous avez une manifestation et vous entendez quelque chose et vous pouvez pas le dire. Non, parce qu'à cette époque-là, je ne me sens presque pas légitime. J'ai l'impression d'avoir un manque de légitimité et puis je suis, étant une hypersensible, je suis tellement heurtée, chamboulée par ce que vit la famille que ça me met presque un petit peu en retrait de ce que j'ai envie de dire. Alors qu'aujourd'hui, non, ça maintenant, suis, ça y est, maintenant, les choses, voilà. Dans votre parcours de vie, vous dites que, effectivement, depuis toute petite, il s'est passé des choses dès vos 4 premiers mois d'existence. Oui, où j'ai frôlé la mort de très très près. Donc ça, on vous le raconte. Vous n'avez aucun souvenir. Alors non, je n'ai aucun souvenir, mais j'ai un souvenir tangible puisque sur le livret de famille de mes parents,
il est noté en rouge, en travers, Sylvie a été baptisée en danger de mort imminente. Donc, j'étais effectivement happée par l'autre rive. C'est-à-dire que vous avez fallu faire un aller-retour, quoi. C'est ça. C'est ça. Et vous savez ce qui s'était passé? Alors, ce qui s'est passé médicalement, on ne le sait pas. Okay. Je n'absorbais aucune nourriture. Donc, à 5 mois, je crois que je dépassais pas les 1,2 kg. Ah oui. Donc, oui, en fait, tout le monde attendait. Pour les médecins, il n'y avait plus rien à faire. Wow. Et c'est marqué sur votre livret de famille? Oui, sur le livret de famille de mes parents, oui, oui. C'est tout à fait marqué. Mais alors, ce qui est assez aussi surprenant, c'est qu'on parle déjà, à l'époque, d'état de mort imminente. Oui. Oui, oui, en danger de mort imminent. En danger de mort danger imminent. De mort. Ouais, c'est ça. Mais je comprends d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on l'inscrit sur le livret? Mais je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas pourquoi ça a été inscrit. Et d'ailleurs, quand il m'est arrivé de faire des démarches administratives où on me demandait le livret de famille de mes parents, on me regardait en me disant, mais c'est vous? Voilà, je crois que déjà, pour moi, en tout cas, aujourd'hui, je le ressens comme un petit signe déjà de ce qui allait se mettre en place. Comme si, voilà, j'étais appelée, mais pas complètement, mais peut-être qu'en restant ici, j'allais avoir cette faculté. Cette faculté. Comment est-ce que vous grandissez? Alors, je grandis normalement. Je suis une enfant très introvertie, où j'ai toujours l'impression de ne pas être à ma place. Voilà, d'être un peu différente, avec une maturité. Hein, ça, c'est très tôt dans l'école, on trouvait que j'étais déjà presque adulte pour mon âge. Mais je le sentais effectivement moi-même sans pouvoir forcément le verbaliser quand on est enfant. Et puis très tôt, il y a eu ce monde de l'ailleurs qui est venu s'installer, quoi. Enfin, très avec tôt. Des perceptions? Alors, des perceptions que je ne pouvais peut-être pas exprimer à l'époque, que je conscientise aujourd'hui, mais dans mes lectures, très tôt, enfin, je devais avoir 13 ans, 14 ans, j'ai lu le livre des médiums d'Alan Kardec. Et donc, aujourd'hui, avec tout le recul que je peux avoir sur ma vie, je me dis oui. On me préparait, je pense réellement qu'on me préparait pour qu'aujourd'hui ça soit voilà ce qui se passe et ce qui me nourrit et ce qui m'anime et qui me rend tellement heureuse. Est-ce que ça vous a rendu aujourd'hui ça vous rend heureuse, mais ça n'a pas toujours été le cas. D'ailleurs, vous dites qu'à un moment donné vous avez ce virage un peu extrême à l'adolescence, c'est-à-dire il y a la Sylvie un peu rebelle. Ah oui, c'est ça, tout à fait. Et parce que incomprise. Alors, parce qu'incomprise, oui. Et puis, j'avais envie, finalement, de sortir de ce carcan d'enfant timoré, introverti, pas comprise des autres. Et effectivement, ça a été un revirement total. Là, la fille rebelle, qui répondait aux profs, qui ne se laissait pas faire, qui a fait les 400 coups, comme si j'avais besoin de retrouver une place, je dirais peut-être plus normale, en tout cas, dans le quotidien. Dans le quotidien, ouais. D'une petite fille, enfin d'une jeune fille, d'une ado normale, quoi. Oui, voilà, qui essaie de vivre comme les autres. C'est ça, c'est ça. Vous aviez déjà là aussi encore des perceptions, des choses qui... Alors oui, j'avais notamment au niveau des rêves. J'avais beaucoup de rêves alors des rêves prémonitoire, des lieux qui m'emmenaient dans des lieux que j'allais comme par hasard découvrir quelque temps après. Mais quand on a cet âge-là, on se questionne encore beaucoup. Et puis moi j'ai été passionnée en plus en tant qu'infirmière par tous les services de psychiatrie, psychologie. Et à un moment donné on se dit non, c'est bien autre chose qui se passe. C'est ça, il faut l'admettre, même si c'est pas forcément sur une longue période facile, mais oui. Je regarde depuis tout à l'heure la bague que vous avez. Oui. Qui est une bague en cœur. Oui. Avec un petit ange. Eh oui. L'ange de Raphaël. C'est votre guide? Alors les anges sont mes guides depuis très très longtemps.
J'ai une anecdote. Lorsque j'étais très jeune, enfant, lorsqu'il y avait des moments qui étaient un peu compliqués pour moi, je m'adressais aux petits anges. Voilà, et il le reste évidemment. Oui, les anges sont très importants, ouais, vraiment. Des guides de lumière. C'est une manière de leur rendre hommage aujourd'hui, en tout cas, et de faire en sorte de bien matérialiser le fait qu'ils soient bien là. Oui. Donc, vous allez grandir avec tout ça. Alors, vous commencez avec l'informatique, rien à voir. Rien à voir. Non, mais là, c'est il y a une erreur de parcours. Il y a une trajectoire qui n'est pas la bonne. C'est ça. Bon, ce qui me sert aujourd'hui, rien n'est perdu. Bien sûr. Oui. Après le bac, informatique, où je me suis tout de suite rendu compte que j'étais complètement perdue là-dedans. Okay. Et puis après, école d'infirmière. Alors là, ça a été pour moi Est-ce que l'école d'infirmière, c'était pas aussi une autre manière? C'était déjà une manière d'aider les autres. Bien évidemment. D'accompagner. Mais bien évidemment. Et voire de sauver ou de... Mais c'est ça. Ouais. Et ça a été pour moi vraiment l'élan du cœur de choisir cette profession. Ah oui. Où j'ai été totalement heureuse durant toutes ces années, mes années d'études et ensuite mes années d'expérience en tant qu'infirmière. On sait combien c'est difficile. C'est un métier, évidemment, qui est très difficile. Oui. Le fait d'avoir choisi aujourd'hui d'officialiser votre statut de médium, pourquoi ne pas comment dirais-je, ne pas d'abord l'avoir fait avant? Encore une fois, par cette légitimité que vous pensiez ne pas avoir. Absolument. Alors, il m'a peut-être fallu plus de temps que quelqu'un d'autre, mais j'avais besoin de ce temps-là pour aujourd'hui être certaine que ce que je fais, je le fais vraiment de façon totalement conscientisée, et puis avec cette générosité que j'aime proposer aux personnes qui me contactent. Même si ça s'ouvre un petit peu aujourd'hui, le milieu hospitalier est quand même aux antipodes de cette médiumnité. Oui. Même si ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre quand même, on est bien d'accord. À l'époque, j'imagine qu'il ne s'agissait pas d'aller dire moi je perçois, je ressens, etc., etc. Vous deviez être prise entre deux. Alors, je le disais à des personnes que je sentais ouvertes sur le sujet. Mais qui étaient dans le corps médical aussi? Oui. Mais je le taisais complètement sur les personnes qui avaient un ego parfois surdimensionné, ce qui arrive parfois dans les services avec des grands chefs, comme on les appelle. Donc là, non, effectivement, c'était quelque chose que je taisais. Et vos collègues, j'imagine que évidemment, il devait y avoir pas mal de questions avec des supports photos. Tiens, qu'est-ce que tu peux me dire sur ça, ou qu'est-ce que tu peux me dire sur ça? Oui. Alors il y avait aussi des questionnements par rapport à des patients, notamment un patient une fois qui avait été anesthésié pour décaper. Quand on est grand brûlé, on décape, c'est-à-dire qu'on vient enlever les croûtes. Ça se fait sous anesthésie générale. Et l'anecdote, c'est qu'un jour, ce patient, d'ailleurs avec qui j'avais gardé des contacts très longtemps, en sortant du bloc opératoire et encore sous l'effet de l'anesthésie, criait mon prénom. Incroyable, Sylvie. Donc les collègues viennent me voir, mais monsieur untel crie tout. Donc j'étais effectivement très surprise. Et lorsqu'il a été ramené dans sa chambre, j'ai attendu un moment et je suis bien évidemment allée le voir, en lui tenant la main et en lui demandant ce qui se passait, pourquoi il m'appelait, et il m'a dit quelque chose qui m'a marqué à vie. Et il m'a dit: Sylvie, je sais que vous savez. Et pour moi, ça a été quelque chose d'incroyable. Incroyable. Quand vous avez des gens qui sont au bloc opératoire, qui, en sortant du bloc opératoire, racontent parfois, j'ai vu ça, j'ai ressenti ça. Il y a énormément de témoignages comme ça. Ces personnes qui, une sorte de décorporation, et qui vont ensuite décrire ce qui se passe dans une pièce d'à côté, dans une chambre d'à côté, etc. Vous avez eu l'occasion de voir ça dans votre service? Alors, moi, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai écouté par des patients qui me le racontaient, et bizarrement, qui ne le racontaient pas à d'autres infirmières. Donc, c'est comme par hasard à vous. Comme si finalement, ils venaient chercher en ma présence le fait de dire oui, vous avez raison, ça existe. Et je peux vous accompagner dans ce sens-là. Quel a été, si vous aviez un cas, alors vous en avez évoqué un là, mais un cas qui vous a profondément marqué pendant toutes ces années d'infirmière,
avec cette dimension, j'allais dire, parallèle. Alors, ce monsieur qui s'appelait Alex, et c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Oui, parce que là, ça a été probant. C'est-à-dire, quand m'entendre dire Sylvie, je sais que vous savez, bon, ça m'a quelque part, moi, largement confortée dans ce que je pensais. Et vous réagissez comment à ce moment-là quand il vous dit « je sais que vous savez » c'est quoi? Il y a un sourire, vous partez, qu'est-ce que vous faites? Ben, je lui ai dit oui, vous avez raison de me le dire, oui. Et il était totalement apaisé après. Et ça a créé d'ailleurs un lien de proximité. Et oui, forcément. Surtout que c'est quelqu'un qui restait très très longtemps dans le service, donc il y avait forcément un lien de proximité. Mais les exemples, je dirais que je les ai beaucoup plus maintenant dans les contacts médiumniques que j'ai avec des messages qui me un exemple, un exemple. J'étais en médiumnité publique il y a quelques années à Lyon et je suis attirée sur la table par une photo d'un petit garçon, d'un jeune garçon. Donc, je prends la photo en disant, voilà, le jeune garçon est là. Et j'ai à ce moment-là une douleur dans la tête absolument terrible. Et puis, je sentais un jeune garçon, mais absolument gai, joyeux. Et donc, la personne qui avait apporté la photo de cet enfant, donc je lui délivre tous les messages. Je dis, voilà, il est heureux. Je vois tout un tas de vélos. Et la dame me dit, alors votre douleur à la tête, oui, parce que c'est un petit garçon qui est décédé, écrasé par un tracteur, qui a eu la partie supérieure du crâne. Et les vélos, oui, parce qu'il faisait partie d'un club de vélo et il voulait être plus tard coureur cycliste. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je suis bouleversée parce que on ne peut pas avoir l'habitude, on ne peut pas prendre l'habitude. On ne peut pas se lasser de ça. Non, c'est impossible. Impossible. Ouais. Non. Et puis, c'est à chaque fois un témoignage d'amour énorme. Parce que voilà, quand je dis à chaque fois aussi, c'est une sacrée responsabilité. Oui. Quand vous voyez en face la détresse de la famille, la détresse des amis, le questionnement, les interrogations, surtout sur des enfants. Oui. C'est une vraie responsabilité. Oui, c'est une responsabilité, mais pour autant, cette responsabilité aboutit sur une bulle de bonheur incroyable. Parce que quand il y a cette transmission de messages qui permet à la famille, aux proches de se dire, mais finalement, tout se poursuit dans une dimension certes différente, avec une énergie évidemment différente, mais tout est là. Et c'est ce que j'aime à dire, c'est-à-dire que moi, je ne suis que le pont, la reliance entre les deux mondes. Mais ce que je veux dire dans la responsabilité, c'est que délivrer un message comme ça, évidemment, la première chose que vous devez vous dire et ressentir, c'est « je ne peux pas taper à côté ». Ah oui, on est bien d'accord. Oui, totalement, Marc. Mais là, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. D'où le fait de... C'est pour ça que parfois, vous avez des médiums qui posent beaucoup de questions avant de délivrer un message. Oui. Et c'est ce qui aussi suscite l'interrogation sur ceux qui écoutent et le doute. Oui, tout à fait. Trop de questions. On est bien d'accord. Sème le doute. On est bien d'accord. Voilà. Moi, je ne pose aucune question. Mais on peut comprendre aussi qu'il y a des médiums qui ont besoin de poser des questions pour être sûrs. Oui, c'est ça, pour ne pas prendre le risque. Pas prendre le risque de dire un truc. Je l'entends parfaitement. Voilà. Oui. Donc on vous posez aucune question? Non, je ne pose pas de questions. Vous n'avez pas juste la photo? Oui. Vous n'avez pas besoin de prénom, date de naissance, de tout ça? Non. Souvent le prénom m'est envoyé. Voilà, on me donne des détails précis pour dire ok, voilà, tu es bien sur la bonne personne, donc tu vas pouvoir le délivrer évidemment à la personne qui est concernée dans la salle, et à partir de là, oui, les messages affluent. Mais c'est non, moi je ne pose pas de questions parce que justement je ne veux pas, je laisse venir. Voilà. C'est étonnant parce que quand vous parlez là, parfois vous êtes absente. Là, il y a 2 minutes là, enfin même pas, il y a 15 secondes, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que vous revivez
Ouais. les situations que vous êtes en train de nous Oui, vous décrire. avez raison. Oui, Dans votre regard, ça se voit. oui. On se connaît pas du tout. Non. Mais dans votre regard, ça se voit tout de suite. Et là, quand vous étiez en train de m'expliquer la phrase que vous disiez avant, je dis, elle dit les choses mécaniquement, mais elle est ailleurs, Oui, oui. sur cet instant-là. Oui, oui. Sur les instants dans lesquels je rentre quand ma médiumnité se met vraiment en place. Il y a des instants dans votre vie, et ça, vous nous le confiez aussi, qui sont essentiels et qui ont peut-être été aussi des déclencheurs qui vous permettent d'être la femme que vous êtes aujourd'hui et la médium. C'est le décès de votre papa, vous en parlez? Oui, mon papa est décédé brutalement d'une dissection aortique dans la rue. Il était sur la voie publique. Donc, c'est effectivement un moment difficile. Vous étiez là? Alors, j'ai été appelée par les secours. Et lorsque je suis arrivée, donc pour constater que mon père était décédé, alors c'est très difficile à verbaliser. J'ai senti qu'il se passait quelque chose. Avant même qu'on vous téléphone? Au moment où je suis arrivée devant le corps de mon père. Ah, ok, d'accord. Oui, au moment où je suis arrivée devant le corps de mon père qui était allongé sur la voie publique. Et là, j'ai vraiment senti que cette connexion qui était là, latente et qui se mettait en place depuis quelques années, a vraiment pris toute sa place. Et à partir de là, ma médiumnité a été exponentielle. On dit souvent que dans la vie d'un médium, d'une voyante, il y a un déclencheur. Oui, clairement pour moi. Il y a quelque chose qui a fait que... Pour moi, clairement, ça a été ça. Et qui vous conforte dans l'idée de dire « go ». Absolument. C'est exactement ça. Et ça, c'est cet épisode-là. Ah, moi, c'est cet épisode-là. Oui, tout à fait. Ah oui, le décès de mon père brutal a vraiment amplifié les connexions et m'ont mis presque devant le fait accompli en disant « Ok, maintenant, c'est vraiment ce qui se passe, quoi, ce que tu ressens. » Oui, c'est un genre, t'as compris là? C'est ça, c'est ça. T'as pas voulu comprendre avant, mais oui, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce que vous allez faire alors à partir de ce moment-là? C'est là où vous prenez la décision? Pas tout de suite, encore. Encore, hein? Non, vous voyez, hein? Je me laisse le temps. Ouais, c'est tenace, hein? Oui, c'est-à-dire que, encore une fois, j'ai ce besoin de sentir une forme de légitimité dans ce que je fais et de ne pas, comme ça, partir sur n'importe quoi et finalement bafouer un peu le terme de la médiumnité. Non, j'ai attendu. C'est ça le sérieux que vous avez, en fait. Non, mais c'est important. Oui, c'est important. C'est important parce que, évidemment, dans ce milieu, comme dans des tas d'autres milieux, il y a tout et n'importe quoi. Les médiums, il y en a à tous les coins de rue. Hein. Mais voilà, après, il y a ceux qui le font véritablement en conscience, qui ont besoin d'être confirmés, rassurés. C'est essentiel. Ouais. À mes yeux, c'est essentiel. On ne peut pas se permettre de jouer avec ça et de faire n'importe quoi avec ça. C'est trop important. Moi, j'ai une gratitude énorme pour ce qui m'est donné de faire. Ça aussi, c'est une notion essentielle qui consiste à dire que ça n'est jamais un fardeau. Non. Pour moi, ça n'est pas un fardeau. Parce que justement, je pense que c'est aussi parce que j'ai pris le temps, tout ce temps, toutes ces années, et que j'ai conscientisé les choses. Et je n'ai pas été dans la précipitation de me dire, bah tiens, je vais faire ça. Non. Donc, je le fais maintenant, mais justement. Oui, parce que votre carrière a été toute tracée. Bah oui, bien sûr. Oui, je le fais maintenant parce que tout est en place. Et sans doute plus intéressante, matériellement parlant. Ah oui, bien sûr. Plus intéressante que le fait d'être... on est bien d'accord. On est d'accord. Bah, bien sûr. Donc, vous auriez pu choisir le confort. Oui, bien évidemment. Ouais, c'est ça. Oui. Non. Vous suivez l'appel. Oui, c'est ça. Je suis l'appel, la petite voix intérieure, l'intuition profonde. Et en même temps, encore une fois, le mot gratitude prend toute sa place dans ce que je vis aujourd'hui. Gratitude et humilité surtout. Ça se sent et ça s'entend. Quelle est aujourd'hui qu'est-ce qu'être une bonne médium, à votre avis?
Alors, une bonne médium. Alors, pour moi, c'est déjà être... le mot est parfois un peu galvaudé, mais quand je dis empathe, je comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que on vient mettre en lien face à la demande qui nous est faite. Parce que on vient consulter une médium dans des périodes qui sont difficiles, voire cruelles, où on a besoin de retisser, de retendre le fil entre le monde des vivants et celui des défunts. Donc, on doit aussi, rentrer dans une forme de complétude, d'empathie profonde, et puis d'écoute, bien évidemment, même si finalement l'écoute, elle est réduite dans une consultation de médiumnité. Parce qu'une fois que le message arrive, c'est effectivement, en tout cas en ce qui me concerne, je délivre des messages. Mais il se passe quelque chose quand même. Les gens sentent cet enveloppement de... Donc, première qualité d'une bonne médium, l'empathie. Oui, pour moi, c'est l'empathie. L'empathie. Bien souvent, en médiumnité publique ou pas, je pleure, je me surprends à pleurer, mais en même temps, pourquoi je me l'interdirais ? Parce que ce que je ressens, ce que les gens ressentent, je le sens aussi, je le vis. Donc, pour l'hyper émotive que je suis, l'hypersensible, ce n'est pas grave. Je ne m'interdis pas, en tout cas, de vivre les émotions de façon très profonde quand je les ressens. Est-ce qu'il y a des messages que vous refusez de délivrer ? Ça vous est déjà arrivé ou pas ? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Non, bizarrement, alors ça peut paraître très surprenant, mais j'ai très, très, très souvent, pour ne pas dire tout le temps, des messages de grande espérance. Donc c'est toujours très positif dans l'absolu. C'est toujours très positif ou positif. Des messages de réconfort pour la personne qui est restée. Mais non, des choses qui soient, je dirais, plutôt noires, plutôt... Non. Non. Parce que ça aussi, ça revient souvent, ça. Vous savez, il y a beaucoup de gens, alors il y a des détracteurs, bien entendu, mais il y a aussi des gens qui s'interrogent et qui aimeraient avoir la certitude que c'est bien la personne en question. Et on nous dit, mais attention, est-ce que tu es sûr que c'est pas une autre entité ? Ou attention, est-ce que tu es sûr que ça n'est pas une entité maligne ou une entité ceci, une entité cela ? Alors, en tout cas, moi, ça vous est jamais arrivé, jamais. Et puis, quand le message arrive avec des détails très précis qui augurent que vraiment on est sur la bonne personne, entre guillemets, il n'y a pas lieu là à ce moment-là de se questionner. Et puis, c'est corroboré par la personne à qui je délivre le message, qui me dit, oui, effectivement, c'était bien ça, c'est bien ça, le lieu est bien celui-ci, le prénom est le même. Donc, ça paraît... Voilà, en tout cas, en ce qui me concerne, ça ne laisse pas de place. Vous faites partie de ces médiums qui ont les prénoms. Oui. Oui. C'est pas si courant. Ah, ok. Non, c'est pas si courant. Il y en a quelques-unes des médiums qui font ça, mais c'est pas systématique. Ouais. Et je pense que moi, le premier critère que j'aurais dit, c'est sur le questionnement. Oui. Plus il y a de questionnement, moins ça semble crédible. Ah bon, on est bien d'accord. Mais je suis entièrement d'accord. Alors là-dessus, je suis totalement d'accord, Marc, avec vous. Aujourd'hui, médiumnité publique. Vous faites ça ? Oui, alors là, je n'en fais plus depuis quelques années parce que l'occasion ne s'est pas présentée, mais c'est quelque chose pour moi qui était fabuleux. Ouais, on vous a donné l'opportunité, je crois que c'est à Lyon, à la première, où on vous a donné l'opportunité de faire J'en ai fait plusieurs, des médiumnités publiques, donc effectivement, où les personnes qui sont dans le public déposent des photos. Là, c'est sans filet. Ah, c'est complètement sans filet. Alors là, je vous assure, et j'ai démarré comme ça, donc je peux vous dire que... J'étais à mes débuts, oulala, ça a été. Et finalement, tout s'est toujours très bien passé. C'est bien d'avoir osé, mine de rien, parce que c'est quand même risqué, quoi. Il en va aussi de votre crédibilité, il en va de votre image, absolument. Il en va de votre nom, il en va de tout. Oui, absolument. Mais bon, je crois que il faut aussi faire confiance, quoi. Quand l'univers apporte ça, c'est se dire, c'est sans doute pour une raison. Donc, allez. Je prends mon courage à deux mains, on y va. Et quand ça ne marche pas ? Quand ça ne marche pas. Alors, c'est-à-dire que
Alors moi, ça ne m'est pas arrivé que ça ne marche pas parce que effectivement, quand on a des photos qui se présentent sur la table, moi je vais systématiquement être attirée et prendre la photo pour laquelle déjà je ressens des messages, je perçois des messages. Une photo qui ne m'attire pas, je pars du principe que c'est une photo avec laquelle je n'aurai pas de connexion, de canalisation. Et c'est ce que j'aime à expliquer, et c'est ce que j'expliquais souvent avant de démarrer une médiumnité publique, c'est de dire à l'assistance et au public, on ne peut pas attirer tout le monde. Et je pense que les énergies correspondent aussi à ce que l'on dégage. Donc la personne qui souvent choisit notre canal va y trouver quelque part quelque chose qui lui correspond. Voilà, en tout cas, c'est mon explication. Donc, effectivement, sur une table avec 50 ou 80 photos, il y a des photos que je ne vais pas prendre, pour lesquelles il ne se passe rien. Mais ça, c'est pour des médiumnités publiques. Et lorsque vous êtes en cabinet et donc en one-to-one, est-ce que ça peut ne pas marcher? Oui. Alors, là aussi, ça a toujours fonctionné. Je croise les doigts. Je croise les doigts. Ça s'est jamais Peut-être présenté. En tout cas, j'ai encore l'honnêteté, enfin, de dire aux personnes qui me contactent, si jamais ça ne fonctionne pas, je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Je vous dirai, écoutez, là, il n'y a pas de message, donc ça ne sert à rien. Bon, pour l'instant, ça ne s'est pas passé. Et alors, je suis content de vous poser cette question parce que j'ai eu recours aussi à des médiums. Évidemment, je me suis beaucoup questionné. Et avec un désir d'une certaine réponse et le désir d'un contact en particulier. Et en l'occurrence, un jour, une médium m'a dit « Vous ne pourrez pas être en contact avec ce défunt parce qu'il ne le souhaite pas. C'est possible, ça? Oui, c'est possible. Il le décide. Absolument. Parce qu'il n'en a pas envie. Oui, c'est ça. Okay. Tout à fait. Donc c'est possible. C'est possible, absolument. C'est-à-dire que vous émettez le souhait de rentrer en contact avec la personne décédée, mais si cette personne ne le souhaite pas pour diverses raisons, le médium ne la captera pas, bien évidemment. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Je pensais que c'était c'était presque un automatisme quand il y avait ce désir-là et que... Non. Non, non. C'est comme... je vais faire un petit parallèle. C'est comme les ondes de radio. Il y a des ondes, certaines radios que vous aimez, d'autres que vous n'aimez pas. Bon, si on est câblé sur une onde qui correspond au défunt et qui plus est, s'il en émet le désir, oui, à ce moment-là, la connexion se fait parfaitement bien. Auquel cas, oui, ça peut. Ça peut, c'est ça. Évidemment. C'est ça. Donc, les médiumnités publiques, vous continuez, vous avez envie d'en faire d'autres? Ah oui, j'aimerais beaucoup en faire, oui, bien sûr. Ah oui. Parce que je me nourris du bonheur, en fait. De transmettre. De transmettre. Moi, c'est uniquement dans ce but-là. C'est ça. C'était quand même risqué de tout plaquer pour faire ça. Hein. Oui. Oui, mais... Je suppose que dans votre entourage, on a dû vous dire non? Eh bien non, bizarrement, on m'a plutôt poussé à aller dans ce sens. Ou vous dire, on le savait. C'est ça. Ça devait arriver. Oui, Marc, c'est exactement ça. Ouais. Oh, mais on s'en doutait. De toute façon, tu devais y aller. Ouais. Oui, c'est plutôt ça. J'imagine que vous avez beaucoup lu, j'imagine que vous avez beaucoup cherché à essayer de voir quels étaient les travaux qui avaient été faits autour de toutes ces thématiques de la médiumnité. Alors, beaucoup, non. J'ai lu, mais finalement, je veux aussi nourrir ma propre expérience. Et garder votre libre arbitre. Oui, absolument. Ouais. Et ne pas trop me laisser influencer par ce qui a pu être écrit sur les sujets. À part, les livres d'Alan Kardec, qui pour moi sont des bibles de la médiumnité, mais bon. Qui est le plus grand spirit. Qui est le plus grand spirit. Évidemment. Mais voilà, c'est... Ça paraît logique. Alors, il y a aussi une chose, quel serait votre message? On sait à quel point il peut y avoir, bien sûr, des abus, des dérives et parfois même des dépendances. Quand on est dans cette tristesse, quand on est dans ce désarroi et qu'on a tellement besoin d'avoir, et je pense aux mamans qui ont perdu des enfants, des choses comme ça, comment expliquer, comment dire à ceux qui vous regardent là que
alors je vais le dire avec mes mots et sans doute maladroitement, il y a un temps pour tout et que ce n'est pas une nécessité d'y aller toutes les semaines ou de vouloir avoir un contact à tout prix. C'est vraiment... Ce qu'on peut comprendre. Hein. Oui, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, moi, il m'est arrivé encore récemment de refuser des consultations à des personnes qui me sollicitaient trop régulièrement, de manière trop rapprochée. Et où, effectivement, je leur dis que ça ne sert à rien. Il faut laisser du temps au temps, notamment dans le travail de deuil. Le temps répare aussi beaucoup les choses. Vous croyez ça? Ouais. Le temps, oui. Ouais. Le temps fait un travail quand même d'apaisement. Il y a des gens qui ne se relèvent jamais de ça. Non, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, le temps va arrondir les angles du chagrin et de la tristesse. Mais consulter une médium tous les mois ou toutes les 3 semaines, non, c'est quelque chose, à mon sens, qui n'est absolument pas conseillé. Au contraire, ça risque de phagocyter la personne et de la faire rentrer dans une dépendance qui peut être, pour le coup, presque, je dirais, moribonde. Et c'est surtout pas le but ni le sujet. C'est pas lui. Et de l'autre côté, est-ce qu'il y a, un agacement, ou est-ce qu'on vous fait comprendre que ça peut pas être ça en permanence, quoi? Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, ben bien évidemment. Alors moi, je le vis, je le sens ça, puisque je l'ai dans mon discours vis-à-vis de certains consultants. Et puis, il m'est arrivé dernièrement d'avoir une consultante que j'aime beaucoup, qui revenait et je lui dis mais laissez-les tranquilles en fait. Ouais. Non. Mais parfois prenez du temps. Mais vous savez, il y a aussi des gens qui partent de ce postulat-là, qui consiste à dire laissez-les tranquilles, j'y arrive, laissez-les tranquilles, et donc ne pas chercher du tout de contact. Alors, non, entre ne pas en avoir du tout et venir d'une façon récurrente en demander, je crois qu'il faut une juste mesure. Ouais. Non, quand il est vrai qu'après un deuil, tout dépend du temps après le deuil. Alors ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question, voilà. Ça, c'est une vraie question. Je me doutais, Marc, que vous alliez rebondir là-dessus. C'est une vraie question. Mais personne n'est d'accord. Alors, moi, je ne me base sur rien de pragmatique, mais c'est dans mon ressenti pur et dur. Alors, que dit votre ressenti? Moi, je demande toujours aux personnes d'attendre un minimum de 4 mois avant, 3 à 4 mois après le décès, après le départ physique. Parce que des départs avant, des consultations, je veux dire, avant ces 3-4 mois, vous en avez eu où ça n'a pas fonctionné? Alors, si, j'en ai eu où ça a fonctionné, mais où les défunts demandent clairement d'être... on les sent pas très à l'aise dans les messages. J'ai vraiment ce sentiment, ils le disent, qu'ils ont besoin de monter, c'est le terme en fait, de monter. Donc, en tout cas, maintenant, moi, en ce qui me concerne, je leur demande d'attendre 4 mois. Et il arrive que, oui, 4 mois après, j'ai eu le cas dernièrement d'une dame où les messages étaient là et absolument fulminants dans la précision et dans l'exactitude. Et finalement, cette dame est repartie de la consultation avec du baume au cœur et ça lui a suffi. Voilà. Mais parce que ça aussi, vous savez, moi j'ai entendu 15 jours, j'ai entendu 1 mois, j'ai entendu tiens, au bout de 3 semaines, oui, vous pouvez. Bon, après, voilà, moi je ne juge pas du tout, mais moi non. Et puis je le sens pas du tout comme ça en plus. Ouais. C'est-à-dire que quand il y a une consultation, vous demandez à quelle période le défunt est parti? Alors, il m'arrive de le demander. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, parfois je le demande. Et quand je le demande, ça a été quasiment tout le temps des cas où les personnes étaient décédées il y a très peu de temps. Donc, comme si quelque part, on me disait, tiens, il faut quand même que tu poses la question. C'est ça, ouais. Et le reste du temps, je ne pose pas les questions. Et puis, les personnes sont parties depuis beaucoup plus longtemps. Vous consultez à distance? Oui. Oui, j'imagine. Oui. En visio? Visio ou pas visio, ça dépend. Parce que comme je travaille sur photo, j'aime bien effectivement avoir la photo. Donc on vous envoie la photo avant? Oui, 48 heures avant. Donc ça veut dire que vous avez le temps de vous préparer un petit peu? Mais je me prépare. Ouais. Mais c'est réellement ça, Marc. Je me prépare. Oui, c'est pas comme ça, je sors de ma cuisine et je vais aller faire ma consultation. J'ai une consultation. Ah non, absolument pas. Est-ce qu'aujourd'hui,
Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes une femme heureuse d'abord votre parcours et puis de ce que vous êtes devenue aujourd'hui? Ah oui, complètement. Oui, je suis complètement épanouie par rapport à ça. Et vous savez que vous faites du bien. Ah oui, mais c'est vraiment, j'ai vraiment l'impression d'être en phase avec ma mission de vie. Bravo. Bravo d'avoir eu le courage. C'est vous qui avez mis le mot solaire. Ah oui? D'accord. Vous voyez? Et on sent votre humilité. On sent, en tout cas, ça a été, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour vous. Hein, oui, c'est essentiel. Cette dimension d'humilité. Ah oui, parce que l'ego n'a pas sa place dans ce que l'on fait. Ça, il existe. Hein. Mais oui, mais hélas. Oui, mais je trouve ça. Enfin, s'il y a bien l'ego n'a rien à faire là. Au contraire, c'est vraiment le laisser à sa toute petite place pour pouvoir faire émerger ce qui nous est donné de transmettre. On va mettre autour de la vidéo, évidemment, l'ensemble des liens pour entrer en contact avec vous. Et puis, alors, il y a quand même une chose qui est importante dont on n'a pas parlé, c'est l'hypnose. Oui. Parce que vous faites aussi de l'hypnose. Oui, j'étais infirmière hypnothérapeute. Ouais, oui, je suis rentrée. Ma curiosité m'a inévitablement amenée forcément vers l'hypnose parce qu'on rentre dans les méandres de l'inconscient et que vous n'en faites plus aujourd'hui? Non, je n'en fais plus. Ouais. Mais c'est quelque chose qui m'a passionnée. Ah oui, vraiment. C'est complémentaire. Hein. C'est quelque part complémentaire. On ouvre peut-être quelques petites cases communes. En tout cas. Il y a de fortes chances. Je suis ravi en tout cas de vous avoir rencontré. Également, peut-être que nous aurons l'occasion un jour de nous retrouver, je ne sais pas, lors d'un prochain événement. Vous savez qu'on en produit beaucoup. Oui, avec grand plaisir. Des conférences et sur ces thématiques-là, parce que vous parlez de médiumnité, du soin de l'âme. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça, hein, la définition première d'être une médium. Oui, c'est le soin de l'âme. C'est ça. C'est guérir, c'est apaiser, c'est réconforter. Accompagner. Et on en a bien besoin. Oui. Clairement. Je vous remercie infiniment. Merci Marc. Merci, c'était passionnant de vous entendre. Merci pour votre générosité, votre humilité et puis votre approche que je trouve saine. Merci à vous. Ce qui n'est pas toujours le cas chez certains. Merci beaucoup. Merci Marc. Vous commentez avec bienveillance comme toujours. Dites-nous ce que vous en pensez. On lit tous vos commentaires, c'est important pour continuer à produire et proposer de nouvelles émissions et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut!